Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Collines et rochers. Il y a de tout en lui, Saint-Simon avait raison. Du docteur et du novateur pour ne pas dire de l'hérétique, de l'aristocrate et du philosophe, au sens où le XVIIIe allait entendre ce mot, de l'ambitieux et du chrétien, du révolutionnaire et de l'inquisiteur, de l'utopiste et de l'homme d'État, du bel esprit et de l'apôtre. Tous les contrastes dans la même personne et dans un seul esprit toutes les extrémités. Fernand Brunetière. Entre Périgord et Quercy, pays de collines, la limite est marquée par une ligne rocheuse ponctuée de forteresses, certaines abandonnées depuis Richelieu. L'une d'elles, au XVIIe siècle, dominait la large vallée de la Dordogne, Sarlat est sur l'autre rive. C'est encore, au-dessus du village de Sainte-Mondane, le château de Fénelon, construit à partir du XIVe siècle par les seigneurs de ce nom. À la suite du déplorable traité de Brétigny 1360, ils avaient dû prêter serment à Édouard III d'Angleterre, mais la place fut reconquise pour les Français par Jean de Massot, parent des Fénelon, qui souhaita la garder. Le duc d'Anjou la lui vendit pour 1500 livres, le nommant capitaine. Massot entreprit de réparer les dommages du siège et dut pour cela emprunter à une branche de la vieille et puissante famille de Senlignac, connue depuis le début du XIIIe siècle, laquelle, de ce fait, devint copropriétaire du château. En 1445, Jean de Senlignac dit le Vieux en était le seul possesseur, et son successeur Jean le Jeune, panetier de Louis XI, entreprit de reprendre les travaux, poursuivi au XVIe siècle par un personnage haut en couleur, Bertrand de Senlignac, dit Monsieur de la Motte. Après avoir guerroyé durant une quinzaine d'années, il fut en 1568 nommé par Charles IX ambassadeur auprès de la reine Élisabeth Angleterre, mission délicate car Marie Stuart, belle-sœur du roi de France, était alors prisonnière de la reine britannique. Il eut également à justifier les massacres de la Saint-Barthélemy, et à lui-même raconter que la reine, à Oxford, lui avait demandé s'il était possible qu'elle eût ouï de si étranges nouvelles d'un prince qu'elle aimait et honorait, et auquel elle avait mis plus de fiance qu'en tout le reste du monde. L'ambassadeur eut bien du mal à défendre la version laborieusement préparée par la cour de France, d'un complot huguenot contre la famille royale. Senlignac se rendit à nouveau en Angleterre en 1581 pour négocier le mariage d'Élisabeth avec le frère de Charles IX, le futur Henri III, mariage qui ne se fit pas. Retiré à Fénelon en 1580, il résista en 1587 à Sarlat aux assauts du vicomte de Turenne. Entre ces diverses missions, il effectuait de nombreux travaux dans le château qui prit dès lors l'aspect qu'il a conservé, corps de logis central avec 2 ailes en équerre asymétriques coiffées de lauze. Le tout flanqué de tours et entouré de 2 enceintes. À cette époque remontent sans doute les 2 tours rondes non coiffées couronnées d'un parapet à rebord saillant sur machicoulis, ainsi que les 2 lucarnes de la façade sud, à meneaux et pinacle d'angle, portant au fronton les armes des Senlignac, d'or à 3 bandes de sinople, lucarnes supportées par des consoles renflées. Bertrand de la Motte Senlignac comptait finir ses jours ici, mais en 1598 Henri IV lui demanda de partir en ambassade. « Je sais, lui écrivit-il, que votre âge et vos services méritent repos et rémunération plutôt qu'une surcharge d'occupation. Toutefois, voulant faire élection d'un personnage propre et capable pour me servir d'ambassadeur auprès du roi d'Espagne, je n'en ai point trouvé de plus digne. » L'offre ne se refusait pas, et le vieux seigneur parti pour Madrid mourut en route à Bordeaux en 1599. Son descendant François de Senlignac de la Motte Fénelon, premier châtelain du Périgord, reprit les travaux et y dépensa toute sa fortune ainsi que la considérable dot de sa femme Marie de Bonneval, et se retrouva à la tête de 51 275 livres de dettes. C'est sans doute à cette époque, première moitié du XVIIe siècle, que le château, après ses divers remaniements, prit l'aspect que connaîtra Fénelon et qu'il a heureusement conservé. Il s'élève au centre de 2 enceintes concentriques, la première flanquée de tours s'ouvrant par un châtelet muni de bretèches et autrefois précédé d'un pont-levis. Par une rampe de 220 mètres, on gagne ensuite un autre châtelet formant passage à travers la seconde enceinte, au centre de laquelle s'élève le château proprement dit, grand corps de logis coiffé à 4 pans de lauze grise, 1 tonne au mètre carré, percé de fenêtres à meneaux et prolongé de 2 ailes. Il est flanqué de bastions à éperons, de style Vauban et de tours rondes à petites fenêtres coiffées en cône et machicoulis. Sur la façade nord,
Un majestueux perron en fer à cheval donne accès au porche d'entrée qui débouche sur la cour intérieure à travers une galerie cloître du début du XVIIe siècle, dont les arcades à voûte d'arêtes sur piliers carrés supportent une terrasse à balustres renflés ouvrant sur le paysage, terrasse que l'on attribue à François de Senlignac. Son fils Ponce de Senlignac, comte de la Motte-Fénelon, vécut une carrière militaire, fidèle au roi même pendant la Fronde, mais il portait le poids des dettes de son père. Comme d'autres familles de noblesse provinciale, la famille avait été conduite près de la ruine par l'évolution économique, le grand nombre d'enfants, le partage des biens, condition toujours présente à l'esprit de Fénelon dans sa jeunesse ou lorsqu'il réfléchira sur les moyens de restaurer le rôle politique et la situation économique de la noblesse. J. Lebrun. Resté veuf avec 9 enfants. Ponce se remaria le 1er octobre 1647 avec Louise de la Cropte de Saint-Sauveur, union qui semble-t-il arrangea un peu ses affaires. Noblesse pauvre, a-t-on dit, plutôt noblesse provinciale habituée à une existence mesurée. C'est dans le château de Fénelon, nous en sommes sûrs maintenant, que naquit en 1651, en début d'année ou le 6 août, date du baptême, leur second fils François de Senlignac de la Motte-Fénelon, portant les noms des divers fiefs de sa famille, qui ne lui appartenaient pas tous, mais se sachant et se sentant un seigneur, qualité qu'il n'oubliera jamais et l'orientera souvent. L'enfant, fils de vieillard et de femme jeune, a-t-on dit, fut ondoyé dans la chapelle du château petite et voûtée qui subsiste dans une des tours. À l'est de la forteresse, un cèdre passe pour avoir été planté lors de sa naissance. Fénelon apparaît comme l'homme d'un milieu, d'une famille, d'une classe sociale qui tressait autour de lui un réseau de liens de parenté, de clientèle et d'intérêts, déterminant des orientations politiques, des tendances religieuses, des traits de caractère et des préjugés. J. Lebrun. 2. Enfance périgourdine. J'ai passé une jeunesse douce, libre, pleine d'études agréables et de commerce avec des amis délicieux. Fénelon. L'intérieur du château a plusieurs fois été remanié depuis cette naissance qui eut peut-être lieu dans la chambre d'honneur du premier étage, haute, large, profonde, ouverte sur les 2 façades, où une paroi est occupée par une monumentale cheminée du XVIIe siècle à panneaux décoratifs entourant un portrait d'apparat de Fénelon, réplique de la célèbre effigie de Vivien. Le lit à colonne torse passe pour celui de la naissance, à moins qu'elle ait eu lieu dans un autre lit à même colonne avec belle courte pointe que l'on voit dans une autre chambre. Une pièce à boiserie passe pour cabinet de travail de l'écrivain, dont l'abondante œuvre a été écrite ailleurs. Malgré les travaux de Jean Orsibal, qui a détruit quelques légendes, nous sommes peu renseignés sur l'enfance de notre héros. Il aurait été mis en nourrice dans une petite maison que l'on désigne au pied du château, puis élevé dans ce dernier où les rudiments lui auraient été enseignés par le fermier voisin Charles Ménissier et par le curé de Sainte-Mondane. Prémisse d'une culture qui deviendra approfondie et très diverse. Malgré la double enceinte, l'enfant, puis adolescent, se trouva à maintes reprises en contact avec la population locale, attachée à la culture du sol et l'élevage des bestiaux. De ces contacts, il retirera et gardera un intérêt pour le peuple, un désir de le secourir que l'on retrouvera tout au long de sa vie. Contact au cours de promenades dans le site entourant le château. Fénelon gardera jusqu'à la mort un amour de la nature peu fréquent à l'époque, et les paysages du Télémaque évoquent parfois les collines sarladaises. François dut également voir les autres châteaux dont il portait les noms. Celui de Senlignac était passé au Gontaut-Biron, dressant ses tours dans un beau site aujourd'hui conservé. L'église gothique de la Motte-Fénelon, Auge. L'eau, vit aussi passer l'enfant. Il faut surtout l'imaginer rendant visite à son oncle François de Senlignac, évêque de Sarlat, dans le palais épiscopal dont nous avons gardé la belle façade Renaissance, et la cathédrale à large nef et bas-côtés aux multiples nervures. On peut même rencontrer l'ombre de l'enfant dans la sacristie à 2 nefs, ornée des portraits des évêques. Cet oncle sera pour lui un protecteur constant. À la mort de Ponce de Senlignac, 7 mars 1663, son fils avait 12 ans et la famille était nombreuse. Nous ignorons quel fut le rôle de sa mère, mais il fut tout de suite aidé par ses oncles. Ponce laissait 2 frères, l'évêque de Sarlat et le marquis de Fénelon-Magnac. Le premier, parrain de l'enfant, doyen de Carénac, lié à Saint-Vincent de Paul, apparaît, dit Jacques Lebrun, comme un modèle d'évêque dans la tradition tridentine, zélé dans son apostolat, jaloux des droits du clergé séculier. Du côté maternel,
L'enfant était parent de Gabriel de la Cropte de Chanterac 1640 à 1715, qui deviendra son ami pour toujours, son défenseur à Rome et à Cambrai, son vicaire général. Et l'on peut encore citer en Anjou, le château de la marquise de Laval, belle-sœur de l'enfant. Après les premiers débuts d'études, l'adolescent vint sans doute habiter près de son oncle l'évêque de Sarlat. Il aurait pris ses grades à l'université de Cahors. Baccalauréat, licence, maîtrise des arts peut-être en 1669, doctorat en théologie en tout cas en 1677, bien que nous sachions peu de choses sur les œuvres et même sur la réalité de ses études universitaires. Lebrun, nous ignorons particulièrement à partir de quand il acquit du latin et du grec la connaissance profonde qu'il manifestera. 3. L'ambition de l'étole. Un chemin était en tout cas arrêté. Le jeune François serait prêtre, destin coutumier d'un cadet de famille noble, et ici confirmé par une piété ardente. Tonsuré dès 1669, à 18 ans, il était 2 ans plus tard, 6 mars 1671, nommé par son oncle l'évêque chanoine de Sarlat et bientôt partait pour Paris, où il fut accueilli par le frère de l'évêque, Antoine, marquis de Fénelon-Magnac, gentilhomme plein d'honneur et de piété, qui, fameux duelliste en sa jeunesse, avait posé l'épée et ayant perdu son fils au siège de Candie, avait reporté son affection sur ce neveu dont il était tuteur. Il avait été un des membres les plus actifs de la célèbre confrérie du Saint-Sacrement, et l'interdiction de cette dernière en 1660 ne l'empêchait pas d'essayer d'en maintenir l'esprit et les œuvres, tout en devenant figure marquante de la Compagnie de Saint-Sulpice, fondée en 1641 par M. Ollier. En cet aristocrate marquant du parti dévot du début du règne de Louis XIV, Fénelon trouva certainement celui qui orienta sa vie et ses idées politiques et sociales, reconstruire une société chrétienne, sanctifier la vie de la noblesse, lutter autant contre la misère que contre l'hérésie et le vice, empêcher tout mal, procurer du bien, Jacques Lebrun. En juin 1674, on voit le jeune homme installé par les soins de son oncle à côté de Saint-Sulpice, rue Guisarde, sans doute dans l'une des vieilles maisons subsistantes. On peut l'imaginer gravissant l'escalier ancien du numéro 9, et s'engageant à verser 970 livres d'issol à Charles Gobinet, docteur en Sorbonne, loyer ou cours particulier ? L'oncle Antoine patronnait ses études parisiennes. Paris comme Versailles résonnait d'échos de guerre. Louis XIV l'avait déclaré en 1672 aux Provinces-Unies, une des erreurs de son règne, que Fénelon fustigera 20 ans plus tard. Ce fut pour le jeune homme l'occasion de définir en lui l'opposition au conflit militaire qui l'habitera jusqu'à ses derniers jours. Il poursuivait ses études de philosophie sous la direction du supérieur du collège du Plessis, à l'emplacement de notre lycée Louis-le-Grand, où il resta 6 ans, et on le rencontre même prêchant en son jeune âge. C'est toujours l'oncle Antoine qui l'avait, en 1672 ou 1673, mis en contact avec la Compagnie de Saint-Sulpice, qui nous apparaît aujourd'hui, malgré les sarcasmes de Saint-Simon, leur crasse ignorance, comme le corps ecclésiastique le plus réfléchi, le plus serein de l'époque. Le séminaire de la Compagnie occupait l'emplacement de la place Saint-Sulpice actuelle, et le jeune homme s'y lia avec son supérieur, M. Tronçon, dont il dira qu'il lui tint lieu de père. On peut l'imaginer dans la chapelle du dit séminaire, dans la partie est de la place, vers l'entrée de la rue Férou, devant la toile de Lebrun, la Pentecôte, actuellement dans la chapelle des Sulpiciens du 6 rue du Regard. À côté, une nouvelle église Saint-Sulpice était en construction sous la direction de Gittard, mais les travaux, faute d'argent, s'arrêtèrent en 1678, pour longtemps. Logé à Paris par l'oncle Antoine, François revenait parfois en Périgord pour retrouver sa famille ou sanctionner ses études, et c'est le 26 mars 1677, avons-nous dit, qu'il fut reçu docteur en théologie de l'université de Cahors. Peut-être à l'époque assista-t-il à Sarlat à l'installation pour l'évêque du jardin du Plantier, dont nous avons conservé les belles terrasses. Il semble qu'il ait été ordonné à la même époque, sans doute au début de 1677, âgé de 25 ans, et l'on a longtemps sur la foi d'une lettre apocryphe, cru qu'il songeait alors partir en Grèce ou au Levant pour catéchiser les victimes de la tyrannie des Turcs. Mais il gardera seulement son goût pour la culture antique, avec dans sa piété un parfum de romanesque et de poésie. Il avait un commerce enchanteur, beaucoup de talent, de piété, de grâce, d'intrigue et de savoir, Pégaxot. Cependant, le moment était venu de passer à l'action pour le grand des minces abbés ambitieux, qualité ou défaut aristocratique.
Il pouvait maintenant exercer un ministère et s'y essaya, sous la direction de Tronçon. 3 années 1677 à 79, de fonction pastorale dans le clergé de la paroisse Saint-Sulpice, période connue par le journal de Bourbon, secrétaire de Tronçon. Fénelon, se révélant dès le départ brillant dans la direction de conscience, semble avoir déployé là des qualités et tendances qui marqueront toute sa carrière. Désir et volonté de domination intellectuelle, charme personnel utilisé à plaire et convertir, tendance à toujours chercher faire prévaloir son point de vue, « je tiens à moi », disait-il volontiers. Carrière de prédicateur aussi, où l'on retrouve les mêmes tendances, menées durant une dizaine d'années. Nous n'en avons conservé que peu de sermons, où l'on remarquait différence avec les prêches fortement charpentés de Bourdaloue, les siens étant innervés d'émotions spontanées et de lyrisme. C'est sans doute à cette époque que le marquis de Fénelon fit connaître à son neveu 2 hommes qui vont compter dans son existence, Bossuet, sur lequel on reviendra, et l'abbé Claude Fleury, aîné de 11 ans de François, il lui survivra. D'abord avocat au Parlement puis prêtre, devenu en 1672 précepteur des fils du prince de Conti puis 1680 du duc de Vermandois, fils de Louis XIV et de Louise de la Vallière. En même temps on vit notre homme, en février 1678, s'attaquer à un nouveau genre, l'oraison funèbre, prononcée à la mémoire de l'abbesse de Farmoutier, exercice dans lequel s'illustrait Bossuet. Ce dernier poursuivait une carrière brillante. Nommé évêque de Condom, il s'en démettait après n'y avoir jamais mis les pieds. Il était de 24 ans l'aîné de Fénelon, et c'est à cette époque que l'on peut situer leur premier rapport. L'archevêché de Cambrai possède une lettre de Fénelon à Bossuet, peut-être la première, annotée de la main de ce dernier. Nous ne savons pas exactement quand et où se sont connus ces 2 hommes qui, amis puis ennemis, vont chacun jouer grand rôle dans la vie de l'autre. Rapport à l'époque teinté de déférence chez le plus jeune, de paternalisme chez l'aîné, mais Fénelon n'oubliait jamais qu'il était grand seigneur et Bossuet roturier. Au vrai de ce que fut en profondeur l'influence de Bossuet sur Fénelon, on ne sait rien, François Varillon. Tandis que le jeune abbé manifestait déjà, à côté d'une foi insigne, une ambition que certains alors et plus tard qualifieront d'arrivisme et que ces historiens lui ont parfois reproché. Jean-Paul Desprats va jusqu'à qualifier Fénelon de monstre d'ambition et de froideur, sans penser que nombre de grands ecclésiastiques de l'histoire, Richelieu et Mazarin avant lui, Dubois, Fleury ou Berny après, se sont lancés à l'assaut du pouvoir avec un volontarisme qui était aussi enthousiasme au service de la monarchie. En juin 1679, l'abbé de Fénelon, à 27 ans sans doute grâce à l'influence de Bossuet, déjà bien en cours, recevait une importante promotion. Nommé par l'archevêque de Paris supérieur des Nouvelles catholiques, ces huguenotes converties ou abjureuses, pas toujours de leur plein gré, auxquels on dépêchait des envoyés pour les instruire des rites officiels. Désignation qui était un premier pas vers un évêché pour les missionnaires qui avaient le mieux réussi, Lebrun. N'oublions pas que les évêques étaient à la nomination du roi. Convaincu comme tout le régime que la réalisation de l'unité religieuse était de l'intérêt de l'État, le nouvel abbé va s'y employer 10 ans durant, avec une douceur et une diplomatie qui seront désormais ses principaux moyens d'action. De cette nomination, Fénelon, jusque-là presque pauvre, tira une relative aisance matérielle. Il n'aura plus de besoin d'argent. À la même époque 1679, on le voit rédiger des dialogues sur l'éloquence, bientôt édités. Comme Bossuet, il s'efforcera toute sa vie de répandre son œuvre imprimée, mêlant prosélytisme religieux et carrière d'écrivain. Les 2 hommes d'église étaient d'ailleurs à l'actualité. Le jour de Pâques 1681, Bossuet prêchait devant le roi à Saint-Germain et en mai était nommé évêque de Meaux, petit siège, mais choisi pour son peu de distance avec Versailles où va s'installer la cour. Et le même mois, sur résignation de son oncle l'évêque de Sarlat, l'abbé de Fénelon, son digne neveu, devenait doyen du prieuré de Carénac qu'il décrit dans une ode à l'enthousiasme poétique. Montagne de qui l'audace. Voix portée jusqu'aux cieux. Un front d'éternelle glace. Soutien du séjour des dieux. Il n'avait jamais vu de neige éternelle sur les coteaux modérés du Périgord, et n'en rencontrera de sa vie. Et ce prêtre n'hésitait pas à évoquer les dieux de l'Antiquité, qu'il continuera de fréquenter. Ce site de Carénac qu'il connaissait depuis l'enfance a beaucoup compté pour lui, au point que certains ont voulu y situer la rédaction du Télémaque,
et ont baptisé une île de la Dordogne voisine, île de Calypso. Au moins, François vit et revit le portail roman du prieuré, moins célèbre qu'aujourd'hui, l'église à 3 nefs et le cloître mi-roman mi-gothique. Il y fut reçu avec grande pompe, qu'il décrit dans une lettre à sa cousine la marquise de Laval, avec un humour digne de Madame de Sévigné. Je marche accompagné majestueusement de tous les députés, et j'aperçois le quai bordé de tout le peuple en foule. 2 bateaux pleins de l'élite des bourgeois s'avancent, et je m'aperçois que par un stratagème les troupes les plus aguerries s'étaient cachées dans un coin de la belle île. Elles vinrent en bon ordre de bataille me saluer avec beaucoup de mousquetades. Il me compara au soleil. Bientôt après je fus la lune, tous les autres astres les plus radieux auront ensuite l'honneur de me ressembler. Il était descendu dans son château natal, appartenant alors à son frère, et y revint sans doute un peu plus tard en prenant possession du prieuré d'Échignac. Ce fut peut-être la dernière fois. Pour le moment, sa mission se poursuivait, concernant cette fois les hommes. Il s'agissait de prêcher la conversion aux Huguenots d'Aunis et de Saintonge touchés par la révocation de l'édit de Nantes. Avec une inconscience que l'on rencontre parfois chez elle, Madame de Sévigné écrivait « Les dragons ont été de très bons missionnaires jusqu'ici, les prédicateurs rendront l'ouvrage parfait. » 28 octobre 1685. Quant à Fénelon, convertisseur né, il préfère se passer des dragons, Carcassonne. D'avril à juillet 1681, il se trouvait à La Rochelle en compagnie de Claude Fleury que l'on rencontrera longtemps dans son ombre. Il écrira en 1702 « À l'égard des hérétiques de France, je dois les connaître, ayant été chargé de leur instruction pendant toute ma jeunesse, tant à Paris qu'à La Rochelle et ailleurs. » Il y manifesta la même douceur, préférant persuader qu'imposer. À son retour, il retrouva les nouvelles catholiques pour leur prêcher les dimanches de carême en février-mars 1682. Dans le même temps, en sa nouvelle qualité d'évêque de Meaux, Bossuet, en rapport fréquent avec Fénelon, rédigeait la déclaration des 4 articles, manifeste de gallicanisme qui lui barra à jamais l'accès au cardinalat. Chargé depuis 1670 de l'éducation du grand dauphin, il tenait au roi, écrira Saint-Simon par habitude et estime. C'est à ce lien que Fénelon se heurtera 12 ans plus tard. Et on voit ce dernier en décembre 1682 chez les Carmélites du faubourg Saint-Jacques. La porte du couvent subsiste 284 rue Saint-Jacques, prêchant pour une vêture en présence de sœur Louise de la Miséricorde, c'est-à-dire la duchesse Louise de la Vallière. Nouveau sermon aux nouvelles catholiques ou aux filles du Saint-Sacrement de la rue Cassette. Nouveaux travaux d'apologétique, en particulier sur l'Apocalypse, à la suite d'une intervention de Bossuet. C'est la première fois que l'on voit les 2 hommes discuter d'un texte, pour le moment en toute courtoisie. On ignore à partir de quand Fénelon fréquenta le château de Versailles. La cour s'y était installée dans les gravats en mai 1682, mais l'édifice n'était pas terminé. Les intérieurs de l'aile sud poursuivaient leur aménagement. L'aile nord sortait à peine de terre et la somptueuse chapelle qui devait l'accompagner, donnant à Dieu la première place avant le roi, avait à peine dépassé le stade des projets. Fénelon ne la verra jamais achevée. Pour ce jeune homme resté provincial, Versailles était un nouveau monde, réservant des surprises à chaque pas. De château, il n'avait encore connu que celui où il était né et peut-être d'autres demeures de famille, aucune n'offrant comparaison avec celui du roi sur le plan de l'architecture, des jardins, des décors intérieurs. On ne peut qu'imaginer chez Fénelon la surprise causée par la galerie des glaces ou les salons des planètes. Ces salles surdécorées, meublées d'argent, où des courtisans chamarrés, leurs compagnes parées de rubans et joyaux apportaient un décor supplémentaire et sans cesse renouvelé. Même si nous ne connaissons pas les goûts esthétiques du jeune prêtre, il était trop intelligent pour ne pas accueillir avec intérêt ce spectacle, trop grand seigneur pour ne pas y revendiquer sa place, trop fervent chrétien pour ne pas qualifier ce rang de dérisoire, ce luxe de malvenu, et ce sentiment perdurera. Et sans doute ne le vit-on pas assister au bal de la cour, qui fleurissent à cette époque. C'est peut-être à l'instigation de Bossuet que Fénelon commençait à fréquenter la cour, mais ce milieu d'intrigue et de cancan ne lui convenait guère. Cependant il fut touché, en juillet 1683, par la mort de la reine. Bossuet prononça son oraison funèbre, très vite suivi du mariage secret du roi avec Madame de Maintenon que Fénelon ne connaissait pas encore. Comprit-il que par cet acte extraordinaire, le roi, premier motif, ordonnait sa vie sexuelle, pour la mettre en accord avec sa religion ?
En octobre 1683 mourait l'oncle marquis de Fénelon, avec les enfants duquel l'abbé resta en rapport. Il poursuivait sa carrière ecclésiastique. En février-mars 1684, prédication en compagnie de Fleury à Meaux, siège de Bossuet. De cette époque date vraisemblablement leur amitié que nous verrons sombrer 15 ans plus tard par la faute des deux, mais surtout de Bossuet. Fénelon découvrait celui que l'époque considérait déjà comme un grand évêque, sans que nous sachions qu'il a baptisé Aigle de Meaux. Homme convaincu, absolu, champion d'une foi affirmée en termes simples, étranger au doute et à l'hésitation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.